Oui. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci à Maurice d'avoir accepté une fois de plus de contribuer un petit peu à nos réflexions et à France-Amérique latine Gironde, et représentée par Gloria Vergès, d'avoir accepté effectivement d'animer cette rencontre, sachant qu'on a prévu dans les mois qui viennent, je dirais, de multiplier un petit peu quelques initiatives en partenariat Espace Marx France-Amérique latine, ce qui est une excellente chose. Donc, Maurice, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, que la plupart des gens qui sont ici le connaissent bien, est ancien journaliste du monde diplomatique et il anime je ne sais pas si c'est un blog ou en tout cas un site, Mémoire des luttes, sur lequel vous pourrez retrouver évidemment ses travaux et ses réflexions. Et Gloria est une des animatrices de France-Amérique latine Gironde, et elle est prof d'espagnol, je crois. Et puis, eh bien, je vais lui donner tout de suite la parole pour qu'elle prenne la main, je dirais, sur le déroulement de cette réunion. Donc, bonne soirée. Vas-y, à toi, Gloria. Merci Dominique pour cette rencontre, de nous donner cet espace de rencontre, et merci Maurice donc d'être là. Donc je vais repartir de l'article publié dans Mémoire des luttes pour un petit peu balayer un petit peu cet article. C'est vrai que c'est un article long, très dense, très riche. Et donc l'article s'intitule « Victoire de la gauche ou défaite de l'extrême droite » avec un point d'interrogation. Donc à partir de là, je dirais que cet article, tu démarres ton article avec le cas de Lula au Brésil, et qui est un cas emblématique, on le verra. Dans cet article, tu passes en revue un certain nombre d'éléments, de processus qui se sont déroulés en Amérique latine. Et on voit par exemple apparaître l'affaire du lawfare en Amérique latine, le rôle des médias, avec notamment la petite musique de la fraude et de la corruption pour le lynchage des hommes politiques. Et aussi, tu donnes un éclairage sur le rôle des évangélistes depuis quelques années en Amérique latine, des églises, mais en particulier des églises évangélistes. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, pour répondre à cette victoire de la gauche ou défaite de l'extrême droite, on voit apparaître des luttes sociales, des luttes populaires, et aussi la question de l'intégration du sous-continent. On se souvient par exemple le rôle qu'avait joué Nassour dans l'échec du coup d'État, du premier coup d'État contre Evo Morales. Et par contre, ça s'est moins passé pour le coup d'État au Honduras. Donc, de 2018 à 2022, on a, je dirais, 13 présidents qui sont restés progressistes, même si dans ce mot progressiste, on a un vaste éventail de gauche, pluriel, parce que si on pense au Venezuela ou on pense au Chili ou à l'Argentine de Fernandez, eh bien, il y a un grand écart, je dirais, entre ces trois-là. Et donc, on a 13 présidents progressistes qui restent ou qui accèdent au pouvoir. Moi, je dirais, est-ce qu'ils n'accèdent pas plutôt à la présidence? Parce qu'ils sont présidents, mais quel est réellement leur pouvoir? À quel pouvoir ils accèdent? Pouvoir au singulier et pouvoir au pluriel. Et donc, pour donner des éléments de lecture, tu nous parles de tous ces éléments que je viens d'évoquer, qui nous permettent de comprendre l'échiquier politique et aussi le repositionnement, des repositionnements divers et variés en Amérique latine. Et pour ça, tu balayes un petit peu les 20 dernières années, tu donnes un contexte à partir des 20 dernières années et même un peu plus, et afin d'éclairer ce contexte et qu'on puisse mieux comprendre la situation actuelle. Donc c'est pour ça que l'article est long, mais je dirais que pour moi, ce n'est pas un défaut d'être long. Alors, ma première question, eh bien, elle va partir du titre. Quid des droites latino-américaines, je veux dire traditionnelles ou classiques, puisque tu parles dans le titre de victoire de la gauche ou défaite de l'extrême droite, mais la droite n'est pas évoquée. Donc, que sont devenues ces droites latino-américaines, je dirais classiques ou traditionnelles, même si dans un certain nombre de pays, c'était plutôt l'extrême droite qui était à la manœuvre. On l'a vu en Colombie, sauf le gouvernement de Santos, mais on peut dire qu'en Colombie, on avait plutôt une droite
extrême qui était au pouvoir. Il y a d'autres pays où c'était le cas. Et donc, à partir de là, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on ne peut pas parler vraiment de victoire de la gauche, si c'est une victoire qui est mitigée ou par défaut, à quoi faut-il l'imputer, cette non-victoire? Quelles sont les conséquences sur la mise en œuvre et la mise en place d'un programme en faveur de la population, de la plus grande partie de la population des pays, et quelles sont les marges de manœuvre de ces présidents qui arrivent au pouvoir, avec quelle majorité, quels compromis ils vont devoir faire, etc. Voilà un petit peu ma première question. Une toute petite question. Non, mais c'est pour que tu fasses une petite introduction. Après, j'ai des questions bien ciblées par pays. Ah ouais, non, non, je souris parce que c'est effectivement ça. Le sujet est très, très vaste en réalité. Alors, victoire de la gauche, déjà. Victoire de la gauche ou défaite de l'extrême droite. Victoire de la gauche, c'est évident. Je veux dire, si je cite les noms d'un certain nombre de présidents, Andrés Manuel López Obrador, AMLO au Mexique, Gabriel Boric au Chili, Alberto Fernández en Argentine, Pedro Castillo au Pérou, Xiomara Castro au Honduras, Gustavo Petro en Colombie, Luis Lucho Arce en Bolivie, Díaz-Canel à Cuba, Nicolás Maduro au Venezuela, Daniel Ortega au Nicaragua, Lula au Brésil. Manifestement, effectivement, la gauche, sur ces derniers mois, ces dernières années, a repris du poil de la bête après une baisse de régime qu'on a pu constater. Par ailleurs, si on prend les 4 plus grandes économies d'Amérique latine, c'est-à-dire Mexique, Brésil, Colombie, Argentine, ce sont 4 pays qui sont gouvernés par la gauche. Donc, incontestablement, il y a des victoires de la gauche. Après, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la gauche qui est au pouvoir ou qu'elle a simplement battu l'extrême droite? Parce que si on prend par exemple je prends le cas du Pérou, parce qu'il est très emblématique. Le cas du Pérou, on a Pedro Castillo, que personne ne connaissait, qui est un syndicaliste enseignant, qui a mené des grèves. Il gagne avec 51% des voix. Mais il gagne surtout parce qu'une majorité très faible des Péruviens ne veulent en aucun cas de Keiko Fujimori, qui est la candidate néolibérale de droite musclée, on va dire, fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori. Et en réalité, Pedro Castillo, il ne gagne pas sur son programme. Il gagne sur l'idée, c'est tout sauf Keiko Fujimori. Mais de sorte que lorsqu'il veut appliquer son programme, ça ne marche plus, parce que les gens ne l'ont pas élu pour ça. Si on prend, on va prendre un exemple simple, on va prendre Emmanuel Macron, il n'est pas élu pour appliquer la réforme des retraites, il est élu pour battre Marine Le Pen. Et de sorte que lorsqu'il veut appliquer sa réforme des retraites, ça coince comme on l'a vu aujourd'hui. En gros, c'est un peu le panorama qu'on a dans toute l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, tu l'as dit, on a un certain nombre de présidents qui sont en haut de l'État, qui sont chefs de l'État, mais par exemple, que ce soit en Colombie, que ce soit au Brésil, que ce soit au Pérou, que ce soit au Honduras, qui n'ont pas la majorité au Congrès. Aucun d'entre eux n'a la majorité au Congrès parce que, pour pouvoir battre l'extrême droite, ils ont été obligés de passer des alliances avec la droite traditionnelle. De sorte qu'ils ont, d'une certaine manière, les mains relativement liées. Cas du Brésil, Lula, pour battre Bolsonaro, parce que là, vraiment, on avait affaire à un néofasciste pur jus. Parce qu'après, on peut faire une graduation dans les niveaux de ce qu'on appelle l'extrême droite ou même de la droite. Mais Lula, pour être sûr de battre Bolsonaro, a été obligé de choisir sur son ticket comme vice-président Geraldo Alckmin, qui vient du PSDB, parti de la social-démocratie brésilienne, mais qui n'a rien de social-démocrate, qui est de la droite classique, traditionnelle, néolibérale. Et ce vice-président de Lula, c'est quelqu'un qui a participé en 2016 au renversement de Dilma Rousseff. Donc c'est dire jusqu'à quel point ils ont été obligés de passer des alliances quasiment contre nature pour pouvoir être sûrs de battre l'extrême droite. Évidemment, alors la situation va varier selon les pays,
mais on le voit d'une manière très très claire, avec y compris ce qui s'est passé après l'élection de Lula et un peu après l'élection, après sa prise de pouvoir à Brasilia, avec cet assaut sur le Capitole. Hein. C'est évidemment la comparaison avec Trump, qui marque bien qu'on n'est pas dans des droits classiques. Après, il y a un point que je voudrais souligner, et je vais vous lire un petit truc du Monde. Vous savez que j'adore le Monde. Mais pour une fois, je suis d'accord avec ce qui est écrit dans le Monde. Alors, ce n'est pas un journaliste du Monde, hein, c'est dans les tribunes libres. C'est un article qui s'appelle, donc l'auteur c'est Frédéric, je ne vais pas vous lire l'article, hein, je vais faire 3 passages. Frédéric Potier, les démocraties sans démocrates résolus à les défendre ne sont pas plus solides que des châteaux de cartes. Et je prends 3 passages dans cet article qui expliquent pourquoi la force de l'extrême droite. Alors, l'installation par les réseaux sociaux d'un soupçon dans l'opinion, celui de l'élection volée. Okay. Donc là, il parle du Brésil, hein, il parle de Bolsonaro. Puis, les opérations électorales achevées, une contestation résolue, frontale et idéologique des résultats électoraux lorsqu'ils sont défavorables aux candidats de la droite radicale. Enfin, dernière étape, l'appel au peuple et à l'armée pour rétablir par une épreuve de force dans la rue ce qui a été perdu dans les urnes. Vous avez tous compris, c'est le Brésil, Bolsonaro, et c'est les États-Unis, Donald Trump. Il y a juste un point que je voudrais souligner, c'est que pour un journal comme Le Monde, mais c'est l'ensemble de nos médias, c'est un peu comme avec le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes extrêmes droites et il y a les mauvaises extrêmes droites. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qui a été appliqué au Venezuela, avec Nicolás Maduro, où les élections sont systématiquement contestées, y compris à l'époque de Chavez. C'est ce qui a été appliqué en Bolivie lors du renversement d'Evo Morales en 2019. C'est ce qui a été appliqué au Nicaragua depuis 2006. C'est-à-dire qu'en réalité, les méthodes qui ont été employées par Trump et par Bolsonaro sont celles qu'ils ont mis en place, ou leurs courants politiques ont mis en place pour les autres pays. Et d'une certaine manière, ça ne trouble, je vais dire, nos médias et notre classe politique, que lorsque ça touche à des points sensibles. Pourquoi est-ce que Bolsonaro, là pour le coup, ne jouit d'aucune popularité dans nos médias? C'est tout simplement parce qu'il a appuyé Trump, qui lui-même n'est pas populaire dans nos médias, et puis parce que par sa destruction de l'Amazonie, il nous met directement en danger. C'est-à-dire que là, c'est parce que nos intérêts sont attaqués que nous détestons Bolsonaro. Mais Maduro, Ortega, Evo Morales, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et néanmoins, là, d'une manière générale, à quelques exceptions près, nos médias, et y compris notre classe politique, et y compris en grande partie à gauche, ont appuyé les déstabilisations de pays comme la Bolivie, comme le Venezuela, comme le Nicaragua. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, et ça c'est un phénomène extrêmement important, c'est qu'il y a une fusion de plus en plus étroite et régulière entre la droite et l'extrême droite. Si on prend le cas des pays que je viens de citer, qui est la troïka de la tyrannie, à part la Bolivie, qui n'était pas dans le coup de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, mais si je prends ces pays, le coup d'État contre Chavez en 2002, qui n'a pas fait un scandale international, on en a beaucoup parlé, mais ça n'a pas fait un scandale, il était appuyé par tous les partis de la droite traditionnelle, y compris Action démocratique, qui est la partie social-démocrate. Le coup d'État en Bolivie en 2019, contre Evo Morales, il est mené par la faction d'extrême droite, néofasciste, en particulier de Santa Cruz, avec Luis Fernando Camacho, qui est le leader néofasciste, mais avec l'appui de toute la droite traditionnelle, Carlos Mesa, qui est un ancien président, et ça ne pose strictement aucun problème à personne. Si on prend le Nicaragua, l'agression en 2018 pour tenter de renverser Daniel Ortega, c'est la droite traditionnelle, c'est y compris l'ex-gauche, qui se joint à l'extrême droite. Et là, en fait, est une des explications de cette montée en force de l'extrême droite. Ce n'est pas tellement que l'extrême droite est plus puissante qu'il y a quelque temps, c'est simplement qu'il y a une fusion de plus en plus classique pour battre la gauche. C'est-à-dire que le gros problème de la droite en ce moment, évidemment, ça peut évoluer en fonction des pays, en fonction des contextes, en fonction du moment, c'est que dans les urnes, la droite a extrêmement de difficultés à battre la gauche en ce moment en Amérique latine.
Tout simplement parce que depuis le début des années 2000, la gauche a gouverné dans les pays, je vais dire le Brésil, le Venezuela, la Bolivie, l'Uruguay, même l'Argentine. Et lorsque la droite ne veut pas arriver avec un discours néolibéral, ça ne marche plus, ça ne passe pas, le discours néolibéral. Donc, il faut utiliser d'autres méthodes. Alors, les méthodes, tu les as évoquées. Il y en a une en particulier qui est extrêmement importante, c'est le lawfare. C'est-à-dire l'utilisation de la justice pour déconsidérer, pour démolir des candidats et des leaders de la gauche. Le meilleur exemple, c'est le Brésil avec Lula. La première parole de Lula, une fois qu'il a été élu, ça a été de dire « ils ont tenté de m'enterrer, ils ont tenté de m'enterrer vivant et je suis là ». Parce qu'effectivement, Lula a été condamné, vous vous en souvenez, à la prison. Il a fait 580 jours de prison sur une décision de justice qui est complètement, je suis en train de chercher le terme, je n'arrive pas à le trouver. Rocambolesque. Rocambolesque, avec une collusion entre le juge donc Moreau et les procureurs. Tout ça a été depuis complètement étalé sur la place publique, y compris avec la participation du FBI. Parce que, vous allez me dire, mais enfin quand même, Lula, c'est pas Chavez, ou c'est pas Diaz-Canel à Cuba, ou c'est pas, y compris Daniel Ortega. Non, Lula, c'était une politique de centre-gauche, en réalité. Mais, et là, on va retomber sur les défis que vont confronter les présidents qui sont revenus au pouvoir en ce moment. Lula, c'est aussi la création de l'Union des nations sud-américaines, avec ses copains de gauche, Chavez, Nestor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa. Lula, c'est les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et Lula, qui vient de revenir au pouvoir, a déjà dit qu'il allait tenter de relancer et l'UNASUR et la communauté des États latino-américains et caraïbes et les BRICS. Bon. Et Joe Biden a déjà dit, il n'y a pas longtemps, que c'était une erreur politique pour Lula de vouloir s'impliquer dans les BRICS. C'est-à-dire que déjà, on sait où ça va frapper, on sait où ça va attaquer. Donc ces gouvernements arrivent, ces présidents reviennent au pouvoir dans des conditions qui vont être assez difficiles. Prenez le cas de Gustavo Petro en Colombie. Alors la Colombie, il faut quand même le rappeler, c'est le premier président de gauche de l'histoire républicaine de la Colombie. C'est-à-dire que là, évidemment, la Colombie, c'est un cas tout à fait particulier. Mais Gustavo Petro, il arrive au pouvoir, et là encore, lui, il dit très, très, très franchement, très clairement, c'est un homme de gauche. Là-dessus, il n'y a pas matière à discussion. Il dit, nous allons développer le capitalisme. Non que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est-à-dire si on regarde ce qui se passe en Amérique latine dans une perspective qui serait révolutionnaire, qui serait tout le pouvoir. Non, on n'en est pas là. Les récentes élections ont simplement évité le pire. Et maintenant, ça va être, dans chaque pays, une lutte quasiment quotidienne dans un rapport de force qui n'est pas forcément favorable. Avec comme élément néanmoins qui va aider, c'est la multiplication de ces présidents, la relance de l'intégration régionale dans laquelle ils vont pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. L'exemple le plus concret, et je termine là-dessus, c'est l'arrivée de Gustavo Petro en Colombie, qui rétablit immédiatement les relations diplomatiques avec le Venezuela. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'arrivée de cette vague de gauche, ou de centre-gauche, ou progressiste, on ne sait plus trop quel terme utiliser, ça devient un peu compliqué, va sortir les pays qui sont la cible de Washington de l'isolement dans lequel ils étaient. Voilà, en gros, ça part un peu dans tous les sens, mais oui, je fais tu as pas balayé un petit peu tout le champ des questions que j'allais te poser. Donc, on insiste donc en une espèce de porosité entre la droite et l'extrême droite, à savoir qu'on a des hommes politiques de droite que l'on pensait de droite traditionnelle, bon teint, quoi, voilà, qui étaient respectables, qui tout d'un coup franchissent la ligne rouge et vont vers l'extrême droite. Et quand ça ne réussit pas, ils reviennent, comme on l'a vu là en Bolivie, par exemple, ils reviennent, ils disent, bon, ben d'accord, on revient, on se tient tranquille, mais on ne va pas s'arrêter là. Et donc, je me souviens dans un film sur la Bolivie qui s'appelle Fuegolpe, et que je vous recommande, un film sur le coup d'État qui raconte le coup d'État minute par minute. Et
il y a une interview de Adriana Salvatierra, qui était la présidente du Sénat, et qui dit texto, la leçon de l'étape que nous venons de passer est la suivante, nous ne pouvons plus gouverner timidement. C'est-à-dire que si nous avons un gouvernement de gauche et que nous voulons un gouvernement de gauche, il ne faut pas gouverner timidement, il faut y aller franco. Bon, elle dit aussi qu'aucun gouvernement de gauche ne pourra se maintenir au pouvoir si toutes les décisions qu'il prend ne sont pas relayées, appuyées et soutenues dans la rue par les mouvements sociaux. Donc, ça pose un sacré défi à ces gouvernements. Comment faire pour articuler? Là, il y a une question d'articulation qui est une vraie question de stratégie politique. Et donc, à partir de là, donc ces gauches qui arrivent au pouvoir, elles n'ont pas le pouvoir. Donc, je te propose de revenir sur 3 élections et trois gouvernements qui nous ont beaucoup tenus en alerte, qu'on a suivis et qui interrogent et qui nous demandent une attention, une analyse tout à fait extraordinaire et complexe. C'est, par exemple, le Chili. On a vu, parce que le Chili, quand même, c'est incroyable ce qui vient de se passer depuis on va dire, 2019. On a vu un estallido social, donc une révolte sociale, avec, on a encore dans les yeux l'image des manifestations d'une puissance et d'une détermination incroyable de tous ces jeunes de la Primera Línea, mais aussi des mouvements féministes, mais aussi de toute la population qui était dans la rue. On a vu aussi la répression d'une férocité incroyable en face, avec les guanacos, avec les emprisonnements, avec les viols systématiques des femmes justement qui étaient attrapées par la police. Et en même temps, on a vu qu'il y a eu, eh bien, le gouvernement a reculé, il a dit, on va aller vers une constituante, ou en tout cas une convention constitutionnelle, parce que, enfin, moi j'ai pensé à plusieurs reprises, Piñera va tomber. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on a pensé, là, il va tomber, Piñera, il va tomber, c'est plus possible. On avait même des informations qui venaient des forces armées, où les forces armées pensaient qu'il allait tomber, quoi. C'était inéluctable. Et puis, tout d'un coup, la droite ou l'extrême droite, ou en tout cas, ont su rebondir, et ils ont proposé ce pacte de paix. Et à partir de là, on a vu en même temps toute cette ébullition des cabildos, des réunions dans les quartiers où les gens discutaient de ce qu'allait être la Constitution, de ce qu'il fallait changer. C'était extraordinaire. C'était quand même une leçon de politique et une leçon d'engagement politique et de protagonisme des gens qui était incroyable, qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'aurait pas imaginé quelque temps avant. Et puis tout ça, ça accouche d'une souris, quoi. Parce qu'il y a l'élection de Boric, il est élu grâce aux jeunes et grâce aux femmes, parce qu'il faut le dire quand même. Ils ont appelé à voter pour lui. Les jeunes sont allés voter. Il y a eu 55% des gens qui sont allés voter au Chili, ce qui est un chiffre extraordinaire. Pour la première fois, c'est vrai, l'élection était obligatoire. Là, le vote était obligatoire. Il est élu avec 55,8% des voix. La convention constitutionnelle se met en place. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur comment elle s'est passée et comment cette convention constitutionnelle, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle n'a absolument pas dialogué avec les gens, ni avec les cabildos, ni avec personne. Elle a porté, il me semble, moi, des revendications de groupes minoritaires. Et elle a oublié les revendications globales de la majorité des gens. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas comprendre que les populations ou les municipalités les plus populaires, où il y a des paysans, où il y a des Indiens, ils ont voté à 70% contre la Constitution. Donc, depuis l'Europe, on ne comprend pas ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations réelles de l'Amérique latine. Et donc, Boric est élu, moins d'1 an après, il y a la Convention constituante, et 70% dit non. Et donc là, on en est où? Donc, quelles sont ses marges de manœuvre? On voit bien toutes les prises de position qu'il a faites sur le Venezuela, sur le Mexique. Il a quand même, sur le Nicaragua, ça ne penche pas trop à gauche quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui peut se passer au Chili? Alors, je complète, parce que tu as déjà bien dressé le cadre. Alors, au risque d'être méchant, et si je me trompe, je présenterai mes excuses dans quelques mois, mais je crois que là où les Chiliens attendaient un président de gauche,
ils ont élu Dani Cohn-Bendit. C'est-à-dire que Boric est un ancien dirigeant étudiant qui a mené des luttes étudiantes particulièrement intéressantes en 2011, si je ne me trompe pas, qui de là est devenu député directement, et puis qui est devenu président à la suite de cet estallido social. C'est bon. Alors déjà, premier point, il est passé en gros de l'université à la présidence. C'est-à-dire que la vie réelle, il ne connaît pas. Voilà, c'est un fait. Après, alors on va fonctionner comme ça, hein. Je jette les idées au fur et à mesure qu'elles me viennent. Je n'ai pas la réponse à tout, en particulier, évidemment, on a tous été frappés par cette histoire de constituante qui se plante complètement. Mais en tout cas, il y a déjà un phénomène, c'est que premier tour de l'élection présidentielle, c'est la stupeur lorsque le candidat d'extrême droite arrive en tête. Alors, il arrive en tête avec 28%, mais il arrive en tête. Et là, pour le coup, pour les plus anciens d'entre nous, ça rappelle quand même un truc, c'est mai 68, avec la manif derrière qui arrive, avec Debré, avec Malraux, je ne sais pas si vous vous souvenez, devant l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire qu'il y a une partie du Chili qui a eu peur, qui a eu la trouille. C'était une explosion sociale. Et donc, il y a là des secteurs conservateurs qui, d'un seul coup, se crispent et reprennent du poil de la bête. Boric est élu néanmoins parce que là, il y a une alliance de tous les démocrates, enfin les gens qui défendent la démocratie, il y a une grosse inquiétude. Là encore, il est élu, mais il n'a pas de majorité au Congrès. Cette histoire de constituante, moi, je n'ai pas encore d'idée très, très claire parce que les interprétations sont diverses. Mais on peut faire des comparaisons quand même. Dans un certain nombre de pays, je pense au Venezuela, je pense à la Bolivie, je pense à l'Équateur de Rafael Correa, il y a eu une élection d'une constituante, l'élaboration d'une constitution et le référendum qui a approuvé la constitution. Dans les trois cas dont je parle, les chefs d'État en exercice, qui étaient Hugo Chavez, qui était Evo Morales, qui était Rafael Correa, sont partis à la bataille avec le drapeau en disant on élit une constituante pour une nouvelle constitution de gauche, progressiste, anti-néolibéral. Ils ont mené le combat. Boric, au Chili, a dit moi je suis président de tous les Chiliens, donc j'appuie la constitution, la constituante, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de leader qui a emmené le peuple, el pueblo, hein, alors c'est pas un peu une image mythique, mais quand même, qui a emmené le peuple. Ensuite, effectivement, il y a eu un espèce de phénomène. Pourquoi est-ce qu'elle est rejetée, cette constitution? Une constitution de 380 articles. Mais qui, dans le peuple, va s'amuser à lire 380 articles? C'est-à-dire qu'en réalité, ça a été un phénomène, une espèce d'effervescence. Beaucoup de constituants ont été élus qui n'appartenaient pas au parti traditionnel. Chacun est arrivé avec son idée fixe, ce qu'il voulait mettre dans la Constitution, et ça a été une accumulation d'articles, alors évidemment souvent très, très positifs, mais en même temps une pléthore qui fait que la Constitution est devenue absolument illisible, y compris avec un problème qu'on retrouve quand même un peu partout, un accent mis sur le sociétal, beaucoup plus que sur le social. Donc là encore, on a la rupture qu'on connaît par cœur, y compris chez nous, avec le fait qu'on laisse les secteurs les plus populaires de côté, avec des réformes qui ne les concernent pas directement, ou en tout cas dont ils n'ont pas le sentiment que ça les concerne directement. Et puis après, je veux dire, il y a eu une accumulation de mécontentement. Il se trouve qu'effectivement, Boric qui est arrivé en donnant des leçons à tout le monde. Il a donné des leçons au Venezuela, il a donné des leçons au Nicaragua, il a donné des leçons au Mexique sur les droits de l'homme, avec, excusez-moi, je suis méchant, avec ses médailles féministes, écologistes, hein, par exemple, alors, il y a la communauté mapuche au Chili. Bon. La Constitution, elle n'a pas été plus loin que ce qui a été fait en Bolivie ou en Équateur sur le multiculturalisme. Mais un certain nombre de Chiliens ont eu l'impression qu'on allait défaire l'État-nation. Ça a été une réaction par rapport à ce problème. Alors, on peut discuter, il faudra qu'il y ait débat, mais il n'y a pas eu de débat. Et comme par ailleurs, Boric a maintenu dans la région, dans le sud du Chili, chez les Mapuches, les mesures aussi répressives que celles de Sebastián Piñera,
c'est-à-dire avec l'état d'exception, avec l'arrestation de dirigeants mapuche, qui étaient peut-être radicaux, mais qui ne sont pas plus dangereux que Juan Guaidó au Venezuela. Du coup, les Mapuches ont rejeté une constitution qui, d'une certaine manière, leur rendait tribut. Bon. Donc, il y a eu une accumulation de maladresse, ou peut-être d'une conjoncture qui a échappé un peu à tout le monde, qui fait qu'effectivement, on arrive là maintenant à un moment où la constituante, donc ils viennent de se mettre d'accord. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il faudrait que j'ai mes fiches. Vous savez que j'ai toujours des tas de fiches avec moi. Là, je ne les ai pas ce soir, on a passé un accord. Mais ils viennent donc de décider que la constitution va être élaborée par un groupe d'experts avec un certain nombre de représentants de la classe politique traditionnelle. Donc ça y est, on est passé à côté. Et donc, il y a une énorme déception au Chili. Ce qui est intéressant dans l'histoire, bon, peut-être que Boric demain va rétablir la situation, hein, je ne suis pas en train de le condamner complètement, mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que de tous ces présidents qui sont arrivés là récemment au pouvoir, Boric, c'est le chouchou de la gauche européenne, c'est le chouchou des Européens, précisément parce qu'il est arrivé avec cette histoire de cette image de gendre idéal, écologiste, féministe, contre le Nicaragua, contre le Venezuela, appuyant les États-Unis dans le conflit entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien. Et en Amérique latine, ça passe pas. Je veux dire, Boric, il a déçu les Chiliens. Enfin, il était en train de décevoir les Chiliens, sous réserve que ça n'évolue pas favorablement dans les mois qui viennent. Et puis, dans la communauté de la gauche latino-américaine, on le regarde avec beaucoup de suspicion, parce que c'est... le modèle de Boric, c'est l'Union européenne. Son modèle, c'est ça, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est plus un social-démocrate. Quand je dis social-démocrate, pour moi, ce n'est pas une insulte. Hein. La social-démocratie, au départ, si elle n'avait pas été complètement démolie par les pseudo-sociodémocrates, ça peut être parfaitement respectable. Mais là, on est dans social-libéralisme. Enfin, ce n'est même pas du social-libéralisme, parce qu'il est... Sur le plan social, il est en train d'essayer de mettre en place un certain nombre de mesures qui sont des avancées sociales. Hein. Il ne s'agit pas non plus, faut pas tout rejeter de Boric. Mais voilà. Et là, pour le coup, on a plusieurs gauches. Alors peut-être que l'arrivée de Lula, puisqu'on parle du Chili, on peut s'attarder sur le Chili, va arranger les choses. Parce que le jeune Boric, on peut dire le jeune Boric, il a beaucoup d'admiration pour Lula. Et Lula, je veux dire, il a de l'expérience. Et peut-être qu'il va pouvoir expliquer à Boric que le Venezuela, ce n'est pas une dictature. Si parfois c'est un peu raide, c'est parce que c'est un pays qui a agressé en permanence maintenant depuis des années, qu'on a mis dans une situation difficile. Le Nicaragua, Daniel Ortega n'est pas forcément un modèle, mais en tout cas, c'est aussi une agression qui est menée depuis Washington. Et là, on rentre dans les histoires que je ne vais pas reprendre ce soir, parce qu'on en a déjà parlé, du financement par Washington des oppositions, des ONG, des médias pour déstabiliser les gouvernements. Donc voilà, l'élément positif, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une situation qui est totalement enthousiasmante. Hein. Mais néanmoins, quand même, ce qui est positif, c'est que là, depuis l'arrivée de Lula, depuis le retour de Lucho Arce en Bolivie, depuis Gustavo Petro, ils vont remettre en route l'Union des Nations Sud-Américaines et la CELAC. Bon. Et c'est pas rien. Parce que tu l'as dit quand tu as démarré notre petite rencontre, en 2008, c'est l'UNASUR qui venait d'être créé, qui a empêché le coup d'État en Bolivie contre Evo Morales. Et là, pour le coup, de recréer cette grande assemblée où les gens vont pouvoir discuter en tête-à-tête, hein, où je veux dire, où Boric va rencontrer Maduro. Imaginez, Macron, il rencontre Maduro, il lui serre la main, il lui dit président. Peut-être que c'est ce qui va se passer avec Boric. On peut pas. Peut-être que Boric est moins cynique que Macron, mais je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, le renouveau, la CELAC, donc la communauté des États latino-américains Caraïbes, va se réunir en février, je crois, en Argentine. Hein. C'est un renouveau parce qu'elle avait été torpillée, de même que l'UNASUR, par l'Argentine de Macri, par le Brésil de Bolsonaro, par l'Équateur de Lénine Moreno, etc., etc., etc. Donc, à la fois, on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut s'enthousiasmer, mais en même temps, quand on voit, par exemple, les premières actions de... Alors, je ne parle pas trop, parce que peut-être tu vas poser la question après. Oui. Voilà, donc, bon, j'arrête là.
Oui, Boric, c'est vrai que des fois, si on se laisse aller à être un petit peu plus radical et un peu moins sympathique dans les analyses, on pourrait le voir comme le pion qui était là pour servir les intérêts de la droite et de la droite extrême chilienne pour qu'il n'y ait pas un gouvernement plus radical que lui qui arrive au pouvoir quand même, parce que c'était très opportun qu'il soit là. Alors, pour le coup, je rappelle un épisode, moi qui m'avait frappé quand même, parce qu'il y a quelques mois avant l'élection au Chili, le candidat de gauche qui était en tête de tous les sondages, Jadwe. c'était le communiste Daniel Oui. Jadwe. Oui. Et là, dans le oui. magma de la gauche, Oui. on a organisé une primaire Oui. pour pouvoir éliminer Jadwe et avoir un président plus présentable, plus modelable. Oui, et c'était Boric. Et c'était Boric. Donc voilà, on peut se poser la question. Y compris actuellement, Daniel Jadwe, qui donc fait partie de la coalition de Boric au gouvernement, Daniel Jadwe est en train de prendre des distances et de critiquer un certain nombre des mesures de Boric. Oui. Et de plus, le Jadwe, il avait un grand prestige au niveau des gens, au niveau des quartiers populaires de Santiago, au niveau de… Donc effectivement, enfin bon, voilà. Donc, on peut se poser la question et se demander, est-ce que Boric, il a vraiment une vision du pays? Est-ce qu'il a vraiment un programme? Bon, mais on verra. On verra. Non, je pense qu'en fait, c'est l'équivalent du PS en France, de ce qu'il en reste. Ou du PS en Espagne. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une vision à la fois humaniste, avec effectivement, je pense qu'il est. Oui, il fait le job, quoi. Je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il est féministe, etc., etc. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais avec la mise ostensiblement en avant d'un certain nombre de trucs, et puis ensuite, confronté à la réalité, je veux dire, c'est continuer à réprimer les Mapuches, par exemple. Oui. Donc, ce n'est pas la peine de donner des leçons au Nicaragua ou au Venezuela quand tu ne fais pas mieux. Par exemple, il y a un symbole qu'il aurait pu prendre, c'était libérer les jeunes qui ont été emprisonnés pendant les saillies social. Il y a je crois, plus de 200 jeunes qui ont été emprisonnés. Il y a des jeunes qui ont 15 ans, qui sont en prison depuis 2019. Il n'en a libéré aucun. Il n'y a pas de charge contre eux. Non, il vient d'en libérer 13. Oui, bon. Il vient d'en libérer 13 avec deux. Alors là aussi, du coup, on va nuancer le propos, c'est qu'il en a libéré que 13. Oui. Et déjà, il a un scandale avec la droite. Il est en train de lui tomber dessus. Parce qu'y compris, ils ont libéré un militant du Front patriotique Manuel Rodriguez, qui avait été condamné dans la lutte contre Pinochet, qui avait bénéficié d'une amnistie, et puis qui a été recondamné pour une sombre histoire dans laquelle il est évident que c'est du lawfare, c'est-à-dire qu'on lui a monté une affaire, et la Constitution dit qu'on ne peut pas être amnistié 2 fois. Donc, Boric, qui a fait un tout petit effort pour libérer 13 personnes, il a une crise politique en ce moment sur la libération des 12 prisonniers. C'est-à-dire que la droite ne va pas le lâcher quand même. Non. Ce n'est pas parce qu'il est modéré, gentil, il est présentable qu'ils vont le lâcher. Ah non, ils vont exiger qu'il fasse le travail comme il faut complètement. Oui, bien sûr. Et donc, je vais en profiter pour faire un petit saut en Colombie parce que là, Petro, il vient de libérer pour Noël des jeunes qui avaient été emprisonnés aussi pendant la révolte sociale d'avril 2021. Et donc, la Colombie, encore un autre pays où un président de gauche arrive au pouvoir, mais n'a pas le pouvoir, il est minoritaire à l'Assemblée, il est minoritaire au Sénat. Par contre, on regarde un petit peu ce qu'il a fait depuis maintenant 150 jours à peu près, il est au pouvoir à peu près depuis 150 jours. C'est, comme tu le disais, le premier président de gauche de toute l'histoire de Colombie. Et en 5 mois, il s'attaque, à remettre sur pied et à appliquer les accords de paix, ce qui n'est pas une mince affaire, dans un pays comme la Colombie, qui est en guerre depuis les années 60, avec la problématique de la remise des terres qui ont été usurpées aux paysans et aux populations indigènes par des groupes armés, paramilitaires et ou narcotrafiquants, et donc avec des symboles forts. Il fait une réforme de l'impôt, où il va faire d'une certaine façon payer les riches. Il s'attaque à une transition écologique.
enfin, je veux dire, en 5 mois, je trouve qu'il a fait énormément de choses. Alors, ce que je me demande, c'est comment il arrive à faire passer ces choses, à faire passer ces lois, à mettre ça en place alors qu'il est minoritaire. Alors, effectivement, le cas colombien est particulièrement intéressant. Pour ceux d'entre vous qui parlez espagnol, je vous conseille d'essayer vous allez le trouver sur Internet, le discours de Gustavo Petro à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un texte de politico-poétique absolument extraordinaire. C'est une merveille. Hein. Bon. Gustavo Petro, c'est un personnage atypique. Hein. Il a été guérillero dans le M19, qui a déposé les armes en 1990. Il a été maire de Bogota. En tant que maire de Bogota, il a été victime de ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le destituer. Ils l'ont destitué pendant un certain temps, comme moi, puis il est revenu. Et le cas de la Colombie est intéressant, mais là, c'est spécifique à la Colombie, parce que là encore, on peut pas tirer de généralité sur l'Amérique latine. Chaque pays a sa spécificité. Hein. Le cas de la Colombie, c'est 2018, Petro déjà crée un petit événement en arrivant au deuxième tour de l'élection. Il est battu par Ivan Duque, étant entendu qu'il y a de sombres affaires d'achat de votes sur la côte atlantique pour Duque, mais bon, peu importe. Et puis là, il gagne la présidentielle. Mais avec effectivement ce dont on a parlé, là j'ai les chiffres devant moi, il n'a pas la majorité ni au Congrès ni au Sénat. Alors quand je dis qu'il n'a pas la majorité, au Sénat, il est arrivé en tête avec 14,52% des voix, 15% des voix, et ça lui donne 16 sièges sur 107. Je ne sais pas si vous voyez le défi. À la Chambre, ils arrivent en deuxième position derrière le Parti libéral, qui est un parti traditionnel en Colombie, et ils ont donc 28 sièges sur 167. Donc, bon, c'est quelque chose de... On se dit, ça ne va pas le faire. Sauf qu'en Colombie, il y a un phénomène assez particulier, c'est que les partis, tous les partis, y compris la droite, ont pris d'une certaine manière l'habitude de se rallier aux vainqueurs. Hein, c'est-à-dire qu'on a perdu, mais pour bénéficier quand même de quelques miettes, on se rallie aux vainqueurs. De sorte que Gustavo Petro a réussi à monter une coalition qui est complètement improbable. Hein. Au deuxième tour, il a été rejoint par le Parti libéral de César Gaviria. César Gaviria, c'est un président néolibéral, hein, dur. Étant entendu que la base du Parti libéral avait en partie voté pour Gustavo Petro, mais les leaders, les hiérarques, non. Gustavo Petro passe le premier tour et donc là se rallie le Parti libéral. Ça a été intéressant parce qu'avant même le premier tour, Petro avait pris contact avec César Gaviria pour proposer une alliance, parce que là encore, il s'agissait de battre l'extrême droite. Et ce qui est en jeu en Colombie, c'est l'application des accords de paix qui ont déjà été signés en 2016 avec les FARC, l'ancienne FARC, mais aussi les négociations de paix avec tous les groupes armés qui demeurent. Et donc, avant le premier tour, Gustavo Petro prend contact avec César Gaviria, donc le leader du Parti libéral, il discute, et Gaviria lui dit nous, on veut le ministère de l'économie et la défense. Et Petro lui dit ouais, vous voulez le fric et les armes. Et donc, il les envoie péter avant le premier tour. Et puis, pour le deuxième tour, le Parti libéral reste à l'écart. Et après la victoire de Petro, pour le Congrès, le Parti libéral se rallie. De sorte que Petro a dans sa coalition le Parti libéral. Il a le Parti de la U. Le Parti de la U, c'est le parti de Juan Manuel Santos, l'ancien président de droite, hein, pas d'extrême droite, mais de droite. Il a, enfin, je veux dire, tout le monde se rallie, de sorte qu'il a réussi à monter une coalition. Combien de temps est-ce qu'elle va tenir? On ne sait pas. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle il va très, 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 très vite. Hein. Par exemple, il a nommé, il a demandé à ses amis d'élire à la tête du Sénat un type qui s'appelle Roy Barreras, qui a été l'allié politique d'Alvaro Uribe. Alvaro Uribe, vous vous souvenez, si vous êtes là, c'est que vous connaissez l'Amérique latine, c'est le candidat le président d'extrême droite 2002, 2006, 2010. Hein. Donc Barreros, le chef du Sénat, élu avec l'appui de Gustavo Petro, est un allié politique d'Uribe.
il a suivi Juan Manuel Santos ensuite, il a rompu avec le président d'extrême droite Ivan Duque, et c'est lui qui est à la tête du Sénat pour rassurer les marchés. Vous connaissez la formule, pour rassurer les marchés, il a nommé à l'économie José Antonio Ocampo, qui était un soutien du candidat centriste. À l'agriculture, il a Cecilia Lopez, qui a quitté le Parti libéral. Enfin, voilà. Donc vous vous dites, où ça va où? Mais en même temps, comme dirait qui vous savez, il a fait un mix. Et donc vous avez par exemple aux affaires étrangères un type assez extraordinaire, Álvaro Leiva, qui est un conservateur, mais qui, depuis des décennies, pour moi en tout cas, qui suit la Colombie, y compris les négociations avec les groupes armés, a toujours été très présent dans les négociations de paix entre les gouvernements et les groupes armés, parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Et ça a été un combattant de la paix absolument phénoménal. Au ministère du Travail, Gloria Inés Ramirez, c'est une ex-syndicaliste. À la culture, Patricia Ariza, c'est elle qui a créé un théâtre qui est un théâtre extraordinaire, la Candelaria, et qui a été la référente de l'Union patriotique, vous savez, ce parti de gauche, parti communiste avec d'elle, qui a été exterminé. Et là, il y a la défense. Et à la défense, et là, pour le coup, je tiens l'anecdote de Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon l'a rencontré juste après son élection, et il dit Santos a expliqué à Mélenchon, il lui dit, si je me plante en nommant le ministre de la Défense, on est tous morts. Et il a nommé un type extraordinaire qui s'appelle Ivan Velázquez, qui est un juriste, qui a été coordinateur de l'unité spéciale de la Cour suprême et qui a fait mettre en examen 50 membres du Congrès pour paramilitarisme, qui a poursuivi Álvaro Uribe, donc c'est un type costaud, qui y compris a été au Guatemala chef de la mission contre l'impunité pour l'ONU. Et donc voilà, et donc il a réussi à bâtir un espèce de bazar improbable, et il avance très très vite, alors, dans un pays où ça va être extrêmement compliqué. Parce que là, pour le coup, quand on suit, vous savez que c'est un pays qui est encore en proie à des groupes armés. Alors déjà, les accords de paix passés avec les FARC en 2016 ont été complètement torpillés par le précédent Ivan Duque. Donc, il faut les remettre en marche. Et puis ensuite, maintenant, il faut négocier avec une pléthore de groupes armés. Il y a des débuts de discussion avec 5 groupes extrêmement importants. Il y a 2 dissidences des FARC. Il y a celle qu'on appelle, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je vais vous saouler, mais il y a celle qu'on appelle la Segunda Marquetalia, qui sont des guérilleros qui avaient signé l'accord de paix et qui sont repassés au maquis parce qu'ils étaient menacés par la justice ou par l'injustice colombienne, en particulier Ivan Márquez, qui était l'ancien chef de la négociation. Il y a des dissidences des FARC qui sont plus ou moins liées au narcotrafic. Il y a les autodéfenses gaïstanistes de Colombie qui sont des paramilitaires, narco-paramilitaires, et il y a l'armée de libération nationale, qui est la guérilla encore en exercice, et les négociations sont maintenant en cours avec ces 5 groupes. 1, c'est une performance, et 2, c'est pas terminé parce que c'est pas simple du tout. Mais voilà, un peu le défi auquel Petro est confronté. Oui, la question qu'on se pose toujours, c'est que, par exemple, dans le cas de Petro, on se dit comment c'est possible. Il a été élu et par contre, il n'a pas la majorité, c'est-à-dire son parti, il n'arrive pas à avoir la majorité à l'élection ni au Sénat, ni à la Chambre des députés. Et presque tous les présidents de gauche, ils sont élus, des fois avec une bonne marge d'élection, de vote, de voix à la présidence, et par contre, ça ne suit pas au niveau du parti. C'est ça qui est toujours Alors, le pacte historique de Petro, c'est une coalition. Hein. Oui. Et on a le Parti communiste, on a Colombie humaine, on a le pôle démocratique alternatif. Alors, l'explication de ça, ce que ça vaut aussi pour le Brésil, ça vaut pour la Colombie, c'est qu'en réalité, il y a à la fois, par exemple, si on prend la Colombie, il y a un désir de paix en Colombie, hein, quasiment général, je dis bien quasiment général, et donc là, Gustavo Petro représentait la paix, et donc il est élu. Mais, en ce qui concerne les législateurs, les congressistes, etc., ces pays sont une juxtaposition de féodalité. C'est-à-dire que dans les régions, vous avez encore des caciques régionaux,
les chefs régionaux, avec le clientélisme, avec les alliances, les vieilles alliances, le maire qu'on connaît depuis 50 ans, etc., qui fait que là, le vote à l'échelon local ne correspond pas au vote à l'échelon national. Le Brésil, c'est le cas le plus emblématique. Ça a été une des raisons, alors là pour le coup je reviens sur le Brésil, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que cette montée de l'extrême droite, Lula arrive au pouvoir là, en 2002, il n'a pas la majorité. Et il y a au Brésil, du fait de ce côté un peu féodal dans les États, dans les différents États, il y a un certain nombre de partis qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de ligne politique, qui sont opportunistes, qu'on appelle le centrao. C'est des partis du centre. Pour pouvoir gouverner, Lula, à l'époque, est obligé de passer des accords avec ces partis. Je veux dire, ces partis merdiques, pour que vous compreniez bien. Il passe des accords avec eux. Et pour être sûr de passer des accords, je veux dire, on les finance un peu. On les finance. Et ça, c'est découvert, et c'est ce qu'on appelle le scandale du Mensalão. Et déjà, sur cette affaire, on commence à introduire l'idée dans l'opinion publique brésilienne que le Parti des travailleurs est un parti qui corrompt, est un parti corrompu. Alors qu'en réalité, il n'avait pas trop le choix. Déjà, on met ça. Ensuite, on va avoir l'affaire Lava Jato, qui part de faits réels, d'ailleurs, de faits de corruption réels, mais qui va s'acharner sous l'impulsion du juge Moreau uniquement contre les hommes politiques du Parti des travailleurs, avec y compris l'invention de chefs d'accusation particuliers pour Lula. Bon. Ça fait que les médias dominants brésiliens étant membres de la partie de l'opération, je rappelle que le quotidien le plus lu au Brésil, dont j'ai oublié le titre, mais c'est un parti c'est un journal, pardon, qui a comme propriétaire l'un des plus grands pasteurs évangéliques. Pendant des années, vont, lancer l'idée en permanence tous les jours, le Parti des travailleurs est corrompu, Lula est un voleur. Le Parti des travailleurs est corrompu, Lula est un voleur. Et ça va rentrer petit à petit dans l'esprit d'un certain nombre de Brésiliens, ce qui explique que Bolsonaro il fait quand même 49% au deuxième tour. Là, pour le coup, on a une stratégie de la classe dominante avec ces médias. C'est pareil en Équateur avec Rafael Correa. Ils ont assassiné le coréisme sur ce principe. C'est pareil en Bolivie. Mais donc, toutes ces féodalités réussissent à se maintenir. Et effectivement, il y a une grosse difficulté. Après, il y a un deuxième problème. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Quels sont les pays qui résistent et quels sont les pays qui sont plus en difficulté? Les pays qui résistent, c'est ceux où il y a eu un travail intense à la fois vertical mais horizontal avec les organisations populaires. Et là, évidemment, je pense au Venezuela, que tu connais bien, avec les conseils communaux, avec, il y a tant de temps, les cercles bolivariens, avec l'implication réelle de la population, ou en tout cas d'un noyau dur autour de la défense de la révolution pour le Venezuela. Si on prend le Nicaragua, contrairement à beaucoup d'idées reçues, je sais que le Nicaragua, c'est très controversé, pour y être allé il n'y a pas longtemps, juste avant le Covid, donc en 2019, Ortega, il a une base sociale réelle. Et il s'appelle le peuple président. Bon, alors, évidemment, ça peut nous paraître un peu zarbi, un peu bizarre, mais il a une vraie base sociale qui a comme axe central l'histoire du sandinisme, avec la lutte contre Somoza, avec la lutte contre les États-Unis pendant la période de la Contra. Et c'est une vraie base sociale organisée, avec des jeunesses sandinistes. Il n'y a pas des jeunesses lulistes. Il n'y a pas des jeunesses... Donc, il y a 3 pays qui résistent bien. Il y a Cuba qui est un cas particulier. C'est ceux dans lesquels il y a eu un travail très important qui a été fait au Venezuela depuis Chavez, en direction de l'organisation de la population. C'est-à-dire que même y compris quand la classe politique, on va dire chaviste, ou au Nicaragua éventuellement déconne, il y a une base qui, elle, est révolutionnaire. Tu connais les conseils communaux, tu connais le Maïsal, tu connais tout ça. C'est une base révolutionnaire. Au Brésil, il n'y a jamais eu d'effort de fait dans cette direction par Lula. C'est peut-être le reproche qu'on peut lui faire, c'est peut-être ce qui va changer, ce qu'il va être obligé de faire. Je veux dire, si le cas du Pérou
est particulièrement intéressant. Castillo, il arrive au pouvoir et dès le départ, ils veulent le dégommer. Mais vraiment dès le départ. Hein. Il a tout subi. Hein. Ils ont tenté de le destituer pour trahison de la patrie, pour organisation criminelle, pour... bon. Il n'a jamais fait appel au peuple. C'est-à-dire que petit à petit, il a reculé, il a reculé, il a reculé, il a reculé. Il a appelé l'OEA. À un moment, il a fait une erreur, donc ils l'ont dégommé, mais, c'est en ce moment que c'est en train de se passer. C'est que d'un seul coup, le peuple auquel il n'a jamais fait appel, lui, se réveille. Parce que Castillo, c'était celui qu'il avait élu. Et il n'en veut pas d'autre. Et bon, là, on verra, vous verrez ce soir, vous verrez demain matin ce qui s'est passé à Lima aujourd'hui. C'est très chaud, hein. Ce qui peut se passer au Pérou, ça va être, ça va suivre ça de très très près. On a un ami commun, Romain Migus, qui est là-bas. Il faudra un jour que vous ayez l'occasion de le rencontrer. Mais là, d'une certaine manière, ce qu'on peut appeler ce coup d'État contre Castillo, il est en train de réveiller ce qui jusqu'à présent au Pérou était latent. Avec un phénomène aussi, excusez-moi, hein, qui est intéressant, c'est les alliances. Souvenez-vous, Manuel Zelaya, il est renversé en 2009, avec la complicité de son vice-président, Micheletti. Rafael Correa, celui qui le trahit, c'est son ex-vice-président Lénine Moreno. Dilma Rousseff, son vice-président Michel Temer. C'est-à-dire que, pour le coup, effectivement, ça, c'est le danger des alliances. Hein. C'est le danger des alliances. Bon. Et s'il rajoute maintenant, et là j'arrête, mais s'il rajoute maintenant quelque chose qui n'était pas aussi présent il y a quelques années, c'est le danger physique réel. C'est-à-dire que Lula est en danger, est réellement en danger aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, 2-3 mois, Cristina Kirchner, en Argentine, a été victime d'un attentat dont elle a échappé miraculeusement. Mais en danger. La vice-présidence de Petro aussi. Hein. La vice-présidente de Petro vient d'échapper à un attentat. Nicolas Maduro au Venezuela, il s'en est en permanence. Pourquoi est-ce que Nicolas Maduro ne se déplace pas, par exemple, lorsqu'il y a l'intronisation d'un président? C'est parce que d'abord, les Américains ont mis sa tête à prix, 15 millions de dollars. C'est-à-dire que n'importe quel fédé, pour toucher 15 millions de dollars, peut essayer de tuer Maduro. Et ça, c'était pas si vrai auparavant. Là, on est vrai, et Gustavo Petro est en danger permanent. Là, pour le coup, la montée de l'extrême droite, elle change la donne dans la mesure où, bon, on l'a vu, là, j'avais dit que je m'arrêtais, mais je vais en train d'en partir sur un autre truc. C'est que non, Lula, il vient de virer 40 militaires qui étaient ceux qui étaient chargés de garder le palais présidentiel, le Planalto, qui ont laissé entrer les émeutiers en janvier dernier. Hein. Donc il vient de les virer, mais ça veut dire que sa sécurité pour le moment, n'est pas assurée. Non. Donc, Nicolas Maduro, il a eu la chance d'avoir une sécurité qui a été formée par les Cubains. Et donc, voilà. Fidel Castro, il était au courant. Il a tellement échappé à des attentats que, voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer la parole. Oui, alors, peut-être qu'il y a des questions. Jean-Pierre Andrien a posé un certain nombre, en a posé une, qui a un lien direct avec ce que tu viens d'évoquer, ça fait la transition. Qu'en est-il de la loyauté des corps constitués dans ces pays et de l'armée? Est-ce que ce sont des maillons faibles, corruptibles ou pas? Alors, pays par pays, vous m'entendez? Oui. Pays par pays, les situations sont différentes. C'est évidemment le grand point d'interrogation, c'est le point d'interrogation au Brésil, hein, puisque y compris le ministre de la Défense qui a été nommé par Lula, dont je n'ai pas encore retenu le nom,
est relativement mis en cause dans la mesure où, pendant toutes les semaines qui ont précédé cette émeute, les futurs émeutiers campaient devant le quartier général de l'armée brésilienne, sont restés là sans que personne ne fasse rien, sans que l'armée ne fasse aucune déclaration en disant on ne participera pas à rien du tout, à un coup d'État. Et le ministre de la Défense nommé par Lula, à l'époque, disait non mais tout ça, c'est pas grave, c'est des manifestations démocratiques et il faut laisser faire. Bon. Donc, l'armée au Brésil, il faut dire, elle est très pénétrée par le bolsonarisme. Ce qui change la donne par rapport aux années 60-70, c'est que Washington n'est pas d'accord pour un coup d'État. C'est-à-dire que Bolsonaro, on l'a vu dans les derniers jours, il a discuté avec l'armée. Bon. Et l'armée n'a pas suivi, indépendamment de savoir si il y a une majorité de bolsonaristes au sein de l'armée brésilienne, l'armée n'a pas suivi Bolsonaro parce que Washington n'est pas d'accord. Et donc là, l'armée brésilienne ne veut pas, y compris, souvenez-vous, qu'à l'époque où Trump voulait envahir le Venezuela, pas directement avec l'armée états-unienne, mais avait sollicité la Colombie et le Brésil, ce sont les militaires colombiens et brésiliens qui ont dit non. Ce sont eux qui ont dit non. Hein. Donc les militaires sont parfois plus raisonnables que les civils. Donc Brésil, il y a peut-être un groupe de fanatiques dans l'armée capable de faire n'importe quoi, mais en tout cas l'armée, l'armée elle a eu des problèmes avec Bolsonaro. C'est-à-dire qu'elle a été à la fois très présente, puisqu'il y a eu, je crois, 6000 militaires dans toutes les institutions de l'État, mais en même temps, c'est un militaire qui a géré la crise du Covid, et il a géré tellement mal qu'un certain nombre de généraux ont dit on ne veut pas que l'armée soit impliquée là-dedans, parce que c'est en train de démolir l'image de l'armée. Hein. Donc, c'était assez compliqué au Brésil. Si on prend le cas de la Colombie, c'est peut-être le cas le plus difficile, parce que l'armée colombienne, elle est toujours la doctrine de la sécurité nationale, elle a toujours l'ennemi interne, elle a été très, très politisée par Álvaro Uribe et par Iván Duque, et là, c'est un vrai problème pour Gustavo Petro, y compris, on est quoi là, on est jeudi, donc cette semaine ou la semaine dernière, Gustavo Petro a annoncé un cessez-le-feu bilatéral entre un certain nombre de groupes armés, hein, guérilla de l'ELN, les AGC, donc les autodéfenses catélistes de Colombie, qui sont les paramilitaires, et a annoncé un cessez-le-feu bilatéral. Et il y a eu, on le sait, de grandes discussions au sein de l'armée sur qu'est-ce qu'on fait. Étant entendu par ailleurs que ce n'est pas simple, parce qu'il y a une telle imbrication de tous les groupes armés que l'armée dit, et dans son logique, elle n'a pas complètement tort, oui d'accord, nous on arrête, mais eux, parce que vous avez y compris des affrontements entre les groupes armés. Par exemple, dans un département qui s'appelle la Rauca, il y a des affrontements entre les dissidences des FARC et l'armée de libération nationale. Ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi, je pourrais le faire, mais ça va nous prendre 2 heures. Donc là, l'armée, c'est compliqué. Mais de la même manière, il y a les États-Unis. Tant que les États-Unis considèrent que Gustavo Petro ne gêne pas leurs intérêts, ils empêcheront l'armée de faire autre chose. La Bolivie, l'armée, elle n'a pas bougé pendant le coup d'État d'Evo Morales. La Bolivie, c'est intéressant parce que souvenez-vous, je suis en train de chercher l'année, c'était 90 ou quelque chose comme ça, il y a un président qui a été renversé qui s'appelait Gonzalo Sánchez de Losada, qui était un ultra-libéral. Soulèvement populaire, et Gonzalo Sánchez de Losada fait tirer sur le peuple, hein, pour prendre l'expression de journalistes ou d'historiens. Et donc, ça fait 60 morts. Et puis, l'insurrection populaire réussit, Gustavo Sánchez de Losada monte dans un hélicoptère et il se tire. Hein, il part aux États-Unis. Bon. Sauf qu'ensuite, les militaires sont jugés et les militaires sont condamnés. De sorte qu'en 2008, quand il y a eu la première tentative de coup d'État contre Evo Morales, les militaires sont arrivés dans le bureau d'Evo en lui disant « Vous nous signez un papier nous autorisant à réprimer ». À l'époque, Evo Morales a refusé de signer. Et l'armée est restée neutre. C'est-à-dire que Evo Morales a été 2 doigts d'être renversé en 2009, et c'est uniquement l'intervention de l'UNASUR qui a empêché le coup d'aller jusqu'au bout. Et en 2019, il y a eu une collusion de l'armée avec les putschistes. C'est-à-dire que l'armée a participé
au renversement d'Evo Morales. Donc en Bolivie, si on prend le cas de la Bolivie, l'armée n'est pas sûre. Par contre, si je prends le Nicaragua, ou parfois depuis notre tranchée, de notre côté, on a dit qu'il y avait eu une tentative de coup d'État au Nicaragua en 2018. Non, ce n'était pas une tentative de coup d'État, parce que toutes les institutions de la République sont restées loyales à la présidence. C'est-à-dire que l'armée est restée loyale, la police est restée loyale, les corps constitués sont restés loyaux. Ce n'était pas une tentative de coup d'État, c'était une tentative de renversement. L'armée vénézuélienne, ça c'est le cas extrême. C'est que vous avez vu que l'opération Guaido est en train de s'effondrer lamentablement. Là, les États-Unis ont tout fait pour faire basculer l'armée vénézuélienne. Et elle n'a pas basculé. Et là, pour le coup, c'est ce qui parfois crée un sentiment de gêne à la gauche, parce qu'on n'est pas trop habitué à ça, c'est l'alliance civico-militaire. C'est le modèle vénézuélien, c'est l'alliance du peuple avec son armée. Et pour le moment, ça tient. Si, alors, en gros, parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre, si Chavez n'avait pas réussi à créer cette alliance avec l'armée, il y a longtemps qu'il serait tombé, Maduro. Il y a longtemps. Les États-Unis ont tout fait pour faire basculer l'armée vénézuélienne. Elle n'a pas basculé. Voilà, et c'est pour ça que Maduro a tenu. C'est-à-dire que c'est pas uniquement grâce à ça. C'est aussi un soutien populaire avec un noyau dur. Alors j'ai oublié les chiffres, mais je crois qu'il y a au Venezuela, et là encore, pour nous qui sommes, je pense, en gros, à gauche, pas forcément pacifistes, mais en tout cas qui ne sommes pas des militaristes, vous avez 4 millions ou 5 millions de Vénézuéliens qui s'entraînent régulièrement dans la milice bolivarienne. C'est-à-dire des gens comme vous, qui le dimanche vont s'entraîner dans la milice bolivarienne, qui ne sont pas des barges, qui ne sont pas des malades, qui ne sont pas des mercenaires, pour défendre la patrie. Voilà, ça c'est le Venezuela. Et c'est la raison pour laquelle on n'y comprend rien. Quand vous parlez de la milice bolivarienne, tout le monde pense immédiatement à la milice à l'époque des nazis. Enfin, je veux dire, il y a un mélange total. Vous avez là-dessus la campagne médiatique, et le Venezuela apparaît comme une espèce de dictature tropicale, bizarre et dangereuse. Oui, parce que la milice bolivarienne, ça ne veut pas dire que les gens s'entraînent à tirer et prennent des kalachnikovs le dimanche et tirent sur des boîtes de conserve. C'est pas ça. C'est que c'est un entraînement pour surveiller, pour observer. C'est comme ça, par exemple, lorsqu'ils ont fait l'opération, là, quand ils ont débarqué en bateau là, sur la côte à côté de Caracas, c'est pour ça que très vite, ils ont été arrêtés par des pêcheurs, mais qui étaient organisés, qui faisaient partie de la milice bolivarienne. Ils ont tout de suite reconnu, de la même façon que quand il y avait eu les drones, l'attaque avec les drones contre Maduro, il y a un drone qui n'a pas été mis en fonctionnement parce que les gens qui étaient là ont arrêté les gens qui allaient le mettre en... Donc, c'est vraiment une milice qui est là pour défendre effectivement la patrie. Alors, il y a un cas particulier, c'est le cas du Mexique, qui est très compliqué en réalité. Le Mexique, c'est un État qui est en état de déliquescence, qui a été complètement pris en otage par le narcotrafic, que c'est une plaque tournante en fait de la cocaïne qui arrive depuis la Colombie vers les États-Unis. Et donc, le président Rafael Calderón, le néolibéral, dans les années, il y a quelques années, a lancé l'armée dans la lutte contre le narcotrafic. Alors, ça a été un échec total, parce que ça a fait 200 000 morts. C'est un truc de fou. Et là, pour le coup, quand vous êtes un président de gauche qui arrive, comme López Obrador, c'est vachement compliqué de se sortir de ce truc. Alors, son idée, ça a été de dire, on va créer une garde nationale. Donc, il a créé une garde nationale qui a fonctionné comme elle a pu, et puis finalement, il l'a remis sous commandement militaire, de sorte qu'il y a tout un débat au Mexique sur le thème López Obrador militarise la société. Alors, c'est en partie vrai. En même temps, quand on essaie de dire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire, moi, je ne vois pas de solution simple. Là, pour le coup, c'est une grosse difficulté. Ça nous ramène à Gustavo Petro,
mais pour le moment, il n'a pas d'écho, malheureusement, il est un peu tout seul, il clame dans le désert, qui, dans ses premières déclarations, et en particulier à l'ONU, a dit ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on a lancé une guerre contre la drogue. Cette guerre, on l'a perdue, il faut tout changer. On ne peut pas continuer comme ça. Et qui donc plaide pour, un, collaboration, deux, éventuellement dépénalisation, mais pour trouver d'autres solutions que cette guerre à la drogue qui, effectivement, fait des dizaines de milliers de morts et finalement n'avance pas. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'écho. Or, si les pays consommateurs, il y a quand même, si on prend le problème de la drogue, du narcotrafic, il y a les pays producteurs, puis il y a les pays consommateurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une collaboration étroite entre les deux, il y a un vrai problème. Je veux dire, les États-Unis passent leur temps, par exemple, à accuser le Mexique d'être une plaque tournante de la drogue. Enfin, je veux dire, la drogue, quand on arrive aux États-Unis, il y en a quelqu'un qui la consomme. C'est-à-dire que les États-Unis ont une responsabilité directe dans ce qui est en train de se passer. Là, pour le moment, l'impression que ça donne, c'est que Gustavo Petro, il clame dans le vide, à part quelques leaders latino-américains. Ça pose un problème qui n'est pas simple. Je suis sûr que si on faisait un débat entre nous, un référendum, de dépénaliser, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on protège la santé publique, ce n'est pas un débat simple, mais s'il n'est pas posé, effectivement, Petro a raison. Ça continue parce que la recherche de la paix totale que tente d'obtenir Petro en Colombie, c'est lié à ça. Je veux dire, tant que vous avez des groupes qui vont gagner des fortunes en trafiquant la cocaïne, c'est vachement compliqué d'imaginer qu'on va arriver à une paix totale. Vous aurez toujours des groupes délictueux qui vont continuer leurs activités dans leur coin et mettre les campagnes colombiennes à feu et à sang. Donc c'est un problème qui dépasse largement la Colombie. Mais Rivas, à toi. Tu ouvres le micro. J'ai une question. Il y a dans toute cette analyse excellente, trois pays qu'on n'a pas touchés, mais qui sont très importants du côté de l'armée. Un, c'est Paraguay, qui a un des grandes bases nord-américaines à Paraguay, très ancien et que personne ne parle pas. C'est très important. Après, le phénomène d'Argentine, qui à partir de tous les, comment se dit, l'empressement de tous les tortionnaires, je ne sais pas comment se dit, les militaires qui ont commis des assassinats et des massacres pendant la dictature, ils ont été mis en prison, beaucoup d'eux, mais maintenant, il y a les liens entre les entrepreneurs argentins qui étaient liés à ces militaires à cette époque. C'est ça le grand conflit pour moi de l'Argentine. Il y a aussi l'Uruguay avec ses partis militaires très forts qui est dans l'Assemblée avec un président de droite qui a aussi changé beaucoup la donnée d'Amérique du Sud, qui venait dans un processus d'avance ou de progressisme. Qu'est-ce que vous opinez sur ça? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose, parce que pour le coup, Maurice, il est coupé ton micro. T'as le micro coupé. et voilà. Ça y est. Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que l'Uruguay, faut être honnête, on l'a suivi d'un œil un peu moins attentif. Je sais qu'il y a eu des grands débats à l'époque où il y avait un président de gauche, une sorte de gauche, Pepe Mujica, qui effectivement, par rapport à ces problèmes d'impunité, soit les militaires, a plutôt joué l'impunité que la recherche des responsabilités. L'Argentine, effectivement, il y a ce débat. C'est un débat permanent, un peu partout dans tous les pays dans lesquels il y a eu d'anciennes dictatures. Ça a parfois des vraies conséquences. On parlait tout à l'heure du Brésil. Lula a fait deux mandats et il n'a pas eu de problème spécifique avec l'armée. Et Dilma Rousseff, en revanche, a eu des relations beaucoup plus compliquées parce qu'elle a créé une commission de la vérité pour juger les militaires, ou en tout cas pour établir la vérité sur l'époque de la dictature.
Et à l'époque, elle s'est mise à dos l'armée, hein, et ça a été un élément important dans son renversement et sa destitution par le Congrès. Cela étant, moi je considère que ce n'est pas un problème majeur. Je veux dire, les anciens tortionnaires, ils ont maintenant 70, 80 ans, 90 ans. Ça appartient au passé. Ce qui est plus inquiétant, c'est effectivement l'arrivée de personnages comme Bolsonaro qui sont en train de repolitiser l'armée dans un sens extrêmement négatif. En jouant effectivement Bolsonaro, je veux dire, à glorifier publiquement la dictature, hein, y compris en reprochant à l'armée de ne pas avoir tué. Oui. En Argentine, ce qu'on remarque maintenant, bon, l'armée argentine, elle a été complètement discréditée après la dictature, Oui. et donc il était impensable que les hommes politiques se réclament ouvertement et revendiquent ça. Dernièrement, depuis quelques années, c'est en train de changer. Et donc, on a des hommes politiques comme Scioli, par exemple, qui eh bien, reviennent avec une revendication tout à fait d'extrême droite et même de revendiquer la dictature. Et par exemple, vous avez peut-être vu qu'il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle 1985, qui est un film sur le procès qui a eu lieu en Argentine, le procès des militaires en Argentine, Causa Número Uno, qui est un film très, très grand public, qui a été fait par la plateforme Amazon. C'est un film à la Hollywood. D'un point de vue cinématographique et de la facture du film, ce n'est pas très intéressant. Mais les associations de défense des droits de l'homme en Argentine et de mères de Place de Mai, grand-mères de la Place de Mai et des hijos, des enfants, disaient que c'était un film important parce qu'en Argentine aujourd'hui, les gens qui ont moins de 30 ans sont nés après la dictature. Et donc, on commence à oublier cette histoire et on voit réapparaître des groupes qui se revendiquent. Et donc, c'est inquiétant. C'est vrai que c'est inquiétant. Non, c'est vrai. Par exemple, si on prend, je suis en train de chercher son nom. Oui, cet homme d'extrême droite qui est apparu en Argentine précisément, Javier Milei, oui. Qui est arrivé troisième aux primaires des législatives, mais qui a été élu député de la ville de Buenos Aires. Il a des liens extrêmement étroits avec Ricardo Bussi, qui est le dirigeant d'un parti politique régional, mais Ricardo Bussi, c'est le fils du général Antonio Bussi, qu'on appelle le boucher de Tucumán. Oui. Et en gros, ils sont en train de passer une alliance pour la prochaine présidentielle. Et le fameux fils donc, du boucher de Tucumán défend son père, défend la mémoire de son père, y compris défend ce qu'a fait son père à l'époque de la dictature. Donc là, effectivement, on a la réapparition ou la réarticulation de certains groupes de droite avec les nostalgiques de la dictature. Ils sont en contact, il est en contact similaire avec Vox en Espagne, par exemple, aussi, avec l'extrême droite vénézuélienne. Enfin, il y a bien sûr, hein, il y a des liens qui sont… tout fonctionne en vase communicant, oui, bien sûr. Parce que, y compris d'ailleurs Mauricio Macri. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, qui a mis en plaza, y el yerno, ¿cómo se dice el yerno, ¿cómo se dice en francés? Le gendre. Le gendre de Pinochet, qui est le plus grand entrepreneur de lithium chilien. Et donc, il y a ce lien entre les entrepreneurs, qui sont très importants dans le monde capitaliste, et qui sont liés à ce monde militaire ou ex-militaire d'avant et tout ça, mais qui ont maintenant des pouvoirs économiques. Parce que ce n'est pas seulement le pouvoir militaire, sino el pouvoir économique, tant en Argentine, Uruguay, Chile, peut-être dans des autres pays, pour des, en général, je ne sais pas si en Pérou aussi. Bon. Voilà, sachant peut-être pour conclure ce passage que
le président du Congrès péruvien actuellement, celui qui d'ailleurs succéderait à Dina Boluarte si elle démissionnait, c'est un ancien militaire, c'est un type d'extrême droite, il s'appelle José Williams, et que donc demain, au Pérou, en fonction de la manière dont vont se dérouler les journées d'aujourd'hui, on peut très bien avoir un ancien militaire à la tête du Pérou. C'est d'ailleurs la stratégie de la droite. C'est d'ailleurs la stratégie de la droite. Dina Boluarte, la présidente tombée du ciel, n'étant qu'une pièce dans une... Alors, je ne suis pas dans des thèses complotistes, mais là, effectivement, il y a quand même un vrai complot pour écarter Castillo. La justice péruvienne vient de lancer des poursuites contre la présidente Dina Boluarte pour génocide. C'est-à-dire qu'ils la mettent à la présidence, elle réprime, ils vont la virer et ils vont mettre à la place celui qu'ils voulaient arriver à mettre depuis le début, c'est-à-dire cet ancien militaire, José Williams. Bon, il faut espérer que les Péruviens vont continuer à faire valser les présidents comme ils ont l'habitude de le faire. Oui, mais alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils sont champions là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est peut-être temps que ça s'arrête parce que c'est effectivement c'est un pays qui est devenu absolument ingouvernable. Et là, pour le coup, il faut réformer la Constitution parce que cette Constitution permet de sortir les présidents sous n'importe quel prétexte. Oui, exactement. Si vous en êtes d'accord, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Le temps passe vite et je trouve que la complexité des situations que vous avez évoquées, mais y compris la richesse de ce que vous avez donné comme élément de compréhension, je vous propose qu'on arrête ce soir, non pas la discussion, mais qu'on reprogramme, je dirais, dans les semaines et les mois qui viennent, un nouveau rendez-vous pour revenir sur certains aspects, en approfondir d'autres. Et je vais poser une question provocatrice, mais qu'on ne va pas ouvrir ce soir, mais qui peut peut-être être un élément de réflexion pour l'avenir. Est-ce que c'est adéquat de faire des parallèles, je dirais, entre ce qui se passe en Amérique latine et toutes les évolutions que l'on connaît et ce qui se passe dans les pays européens? Est-ce que c'est une bonne chose de faire des juxtapositions? Mais je le pose de manière un peu provocateur maintenant, pour qu'on y réfléchisse et puis qu'on en reparle, je dirais, prochainement. Moi, je voudrais juste, de la même façon, faire deux petites réflexions sans les discuter, mais pour que ça mûrisse et qu'on y réfléchisse. Alors, la première que j'allais faire, c'est que on constate quand même qu'il y a 3 grosses défaites de l'extrême droite en Amérique latine en ce moment. C'est le Brésil, avec la dernière tentative qui a été déjouée à ce jour. Voilà. La Bolivie, parce que là aussi c'était... Et puis bien sûr le Venezuela, parce que là, le Venezuela, c'est... Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, en faisant des parallèles ou des rapprochements, ou disons que ça nous rappelle des choses, ou ça nous... Voilà. Eh bien, c'est que Castillo a été emprisonné et destitué parce qu'il avait fermé le Congrès. Zelensky, et donc en Europe, on a trouvé ça tout à fait normal. Personne n'a crié au tollé et au renversement de président. Voilà. Zelensky vient de fermer le Congrès et tout va très bien. Et moi, je termine sur 3 mots par rapport à la question à la question de Dominique, mais c'est marrant parce que ça va un petit peu se recouper. Il y a une rupture en réalité entre l'Amérique latine et nous, et l'Europe et les États-Unis. Si on prend la quasi-totalité des gouvernements de gauche en Amérique latine, à part Boric au Chili, aucun n'a approuvé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aucun n'accepte de rompre avec la Russie, aucun n'accepte de sanctionner la Russie, et tous mettent en évidence le rôle de l'OTAN dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on a un décalage, on a un déphasage total entre les gauches européennes et la gauche latino-américaine. Et on pourra réfléchir aussi à ce qui se passe en Afrique. Ah, tout à fait. Mais ça serait intéressant de faire un billard à 3 bandes. Absolument. Écoutez, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes. Je trouve passionnant ce qu'on a entendu ce soir. Et ça ouvre effectivement toute une série de réflexions sur toute une série de choses. On y reviendra. J'ai vu, alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je ne sais pas qui c'est. Non, c'est moi.
Ah, pardon, Maurice. Autant pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très, très bientôt si vous en êtes d'accord. Merci, à bientôt. Bonsoir à tous, bon appétit. Mais bon appétit aussi.